Salut tout le monde. Alors toujours sur le voleur de foudre, on est au chapitre 16. On est à 64% du livre. Et c'est parti, on reprend. Alors chapitre 16, nous prenons un zèbre pour Las Vegas. Le dieu de la guerre nous attendait dans le parking du restaurant. Bien, a-t-il dit. Vous ne vous êtes pas fait tuer. Vous saviez que c'était un piège, ai-je dit. Arès m'a décoché un vilain sourire. Je parie que cet estropié de forgeron a dû être drôlement surpris de capturer deux stupides ados. Vous passez bien à la télé. Vous êtes dégueulasse, ai-je rétorqué en lui balançant son bouclier. Annabeth et Grover ont retenu leur souffle. Arès a attrapé le bouclier et l'a fait tourner en l'air comme un disque de pâte à pizza. Il a changé de forme et s'est remodelé en gilet pare-balles qu'Arès a enfilé. Tu vois ce camion là-bas? Il a pointé du doigt vers un immense semi-remorque garé sur le bas-côté, de l'autre côté de la route. Voilà votre carrosse. Il vous emmènera direct à Los Angeles, avec un arrêt à Las Vegas. Le semi-remorque avait une annonce à l'arrière, que j'ai pu lire, seulement parce qu'elle était peinte en blanc sur noir, une combinaison inversée qui était bonne pour la dyslexie. International du cœur, transport humain pour zoo, attention, animaux sauvages vivants. Vous plaisantez, ai-je dit. Arès a claqué des doigts. La porte arrière du camion s'est ouverte. Transport gratuit pour la côte ouest, tocard. Arrête de te plaindre. Et voilà, un petit quelque chose pour avoir fait le boulot. Il a retiré un sac à dos en nylon qui pendait à son guidon et me l'a lancé. À l'intérieur, il y avait des vêtements propres pour nous tous. 20$ en liquide, une bourse contenant des drachmes d'or et un paquet de biscuits fourrés chocolat vanille. Je ne veux pas de vos salles, ai-je commencé. Merci, Seigneur Arès, a interrompu Grover en me gratifiant de son regard alerte rouge. Le plus éloquent. Merci beaucoup. J'ai serré les dents. C'était sans doute une insulte mortelle de refuser un cadeau d'un dieu, mais je ne voulais rien recevoir qui soit passé entre les mains d'Arès. À contre-cœur, j'ai passé le sac à dos à mon épaule. Je savais que ma colère était éveillée par la présence du dieu de la guerre, mais il n'empêche que ça me démangeait de lui envoyer mon poing sur le nez. Il me rappelait toutes les brutes épaisses que j'avais croisées dans ma vie. Nancy Popovi, Clarisse, Gabi plus grave, les professeurs méprisants. Tous les abrutis qui me traitaient d'idiot à l'école ou qui se moquaient de moi quand je me faisais mettre à la porte. J'ai reporté le regard sur le restaurant où il n'y avait plus que 2 clients. La serveuse, qui s'était occupée de notre table, regardait par la fenêtre d'un air inquiet, comme si elle craignait qu'Arès nous fasse du mal. Elle est allée chercher le cuisinier, elle lui a glissé quelques mots à l'oreille. Il a hoché la tête, sorti un petit appareil photo jetable et pris une photo de nous. Super, ai-je pensé. Nous allons encore faire la une des journaux demain. Je voyais d'ici la manchette. Un bandit de 12 ans moleste un motard sans défense. Vous me devez encore quelque chose, ai-je dit à Arès en essayant de contrôler ma voix. Vous m'avez promis des informations sur ma mère. Tu es sûr que tu peux encaisser la nouvelle? Il a démarré sa moto au pied. Elle n'est pas morte. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'elle a été retirée au Minotaure avant qu'il ait pu la tuer. Il a été changé en pluie d'or. D'accord, c'est une métamorphose. Pas une mort, elle est retenue prisonnière. Prisonnière pourquoi? Il faut que tu étudies l'art de la guerre, Tokar. Les otages, ça ne te dit rien. Tu enlèves une personne pour faire pression sur une autre. Personne ne fait pression sur moi. Arès a éclaté de rire. Ah ouais, à la prochaine fiston. J'ai serré les poings. Vous êtes bien suffisant, Seigneur Arès, pour un gars que des statues de Cupidon font fuir. Derrière ses lunettes de soleil, des flammes ont crépité. J'ai senti un souffle brûlant passer sur mes cheveux. Nous nous reverrons, Percy Jackson. À ton prochain combat, surveille tes arrières. Il a accéléré à fond et s'est éloigné en vampirisant dans la rue de Lancy.
dit Annabeth. Je m'en fiche. Tu ne veux pas d'un dieu pour ennemi, surtout pas ce dieu-là. Et les gars, a dit Grover, désolé de vous interrompre, mais il a pointé du doigt vers le restaurant. Les 2 derniers clients réglaient leur addition de type en combinaison de travail noir, identique avec un logo blanc sur le dos qui reproduisait celui du camion international du cœur. Si on veut prendre le Zoo Express, a dit Grover, il faudrait se dépêcher. L'idée ne me séduisait pas, mais nous n'avions pas de meilleure option, et puis je commençais à en avoir ma claque de Denver. Nous avons traversé la route en vitesse et grimpé à l'arrière du grand semi-remorque, en refermant les portières derrière nous. La première chose qui m'a frappé, ce fut l'odeur. On se serait cru dans une litière pour chat géante. Comme il faisait sombre dans la remorque, j'étais capuchonné à Naglumos. La lame a jeté une faible lumière de bronze sur un très triste tableau. Dans des cages grasseuses alignées, l'une à côté de l'autre, étaient assis les 3 animaux de zoo les plus pitoyables que j'ai jamais vus. Un zèbre, un lion albinos mâle et une espèce d'antilope bizarre dont j'ignorais le nom. Quelqu'un avait jeté un sac de navets dans la cage du lion, qu'il n'avait manifestement pas l'intention de manger. Le zèbre et l'antilope avaient eu droit chacun à une barquette de viande hachée. La crinière du zèbre était pleine de nœuds de chewing-gum, collés comme si quelqu'un s'était amusé à cracher dessus à ses moments perdus. L'antilope avait un ridicule ballon d'anniversaire argenté attaché à une de ses cornes par une ficelle avec l'inscription « Pané d'hier ». Visiblement, personne n'avait eu envie de s'approcher suffisamment du lion pour l'embêter. Mais la pauvre bête tournait en rond sur des couvertures sales dans un espace beaucoup trop petit et haletait dans la chaleur étouffante de la remorque. Des mouches s'agglutinaient autour de ses yeux rouges et on voyait ses côtes poindre sous sa fourrure blanche. Ça, c'est du cœur, a hurlé Grover, des transports humains. Il serait sans doute ressorti directement rouer les camionneurs de coups de flûte de pan si je lui aurais prêté main forte. Mais à ce moment-là, le moteur du camion a grondé, la remorque s'est mise à trembler et nous avons été obligés de nous asseoir pour ne pas tomber. Nous nous sommes recroquevillés dans un coin sur des sacs de toile moisie en essayant d'ignorer l'odeur, la chaleur et les mouches. Grover a parlé aux animaux en bêlant, mais ils se sont contentés de le regarder tristement. Annabeth était partisane de casser les cages et de les libérer sur le champ, mais je lui ai fait remarquer que ça ne servirait pas à grand chose tant que le camion ne serait pas arrêté. Par ailleurs, j'avais l'impression que le lion risquait de nous trouver bien plus appétissants que ses navets. J'ai trouvé un jerrycan d'eau et j'ai rempli leur bol, puis je me suis servi d'un aglumos pour sortir des cages. La nourriture mal répartie. J'ai donné la viande au lion et les navets au zèbre et à l'antilope. Grover a tranquillisé l'antilope pendant qu'Annabeth coupait le ballon de sa corne avec son couteau. Elle avait envie d'enlever les nœuds de chewing-gum de la crinière du zèbre également, mais nous avons estimé que c'était trop risqué. Avec les chaos, nous avons demandé à Grover de promettre aux animaux que nous les aiderions davantage le lendemain matin. Puis, nous nous sommes installés pour la nuit. Grover s'est roulé en boule sur un sac de navets. Annabeth a ouvert notre paquet de biscuits et s'est mise à en grignoter un sans conviction. J'essayais de me remonter le moral en me disant que nous étions à mi-chemin de Los Angeles, à mi-chemin de notre destination. On n'était que le 14 juin. Le solstice était seulement le 21 juin. Nous avions largement le temps d'arriver. D'un autre côté, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Les dieux n'arrêtaient pas de jouer avec moi. Au moins, Héphaïstos avait-il fait preuve de franchise. Il avait installé des caméras. Il m'avait annoncé comme divertissement. Mais même quand les caméras ne tournaient pas, j'avais l'impression que ma quête était surveillée. J'étais une source d'amusement pour les dieux. Et Percy a dit Annabeth. Je suis désolé d'avoir paniqué au parc aquatique. C'est pas grave. C'est juste que elle a frissonné, les araignées, à cause d'Arachné, je devinais. Elle s'est retrouvée changée en araignée pour avoir défié ta mère lors d'un concours de tissage, c'est bien ça. Annabeth a hoché la tête, et depuis, a-t-elle dit, les enfants d'Arachné
personne ne se transformerait en pain. Dans la faible lumière de la lame de bronze, il m'était difficile d'interpréter leur expression. Grover allait s'échapper un bêlement morose. J'aurais dû te dire la vérité depuis le début. Sa voix tremblait. Je pensais que si tu savais quel raté je suis, tu ne voudrais pas que je t'accompagne. Tu es le satire qui essaie de sauver Thalia, la fille de Zeus. Il a hoché tristement la tête. Et les deux autres s'en mêlaient, avec qui Thalia était devenue amie, ceux qui sont arrivés sains et saufs à la colonie. Je me suis tourné vers Annabeth. C'était Luc et toi, n'est-ce pas? Elle a posé son biscuit, sans y avoir touché. Comme tu le disais, Percy, une sans mêlée de 7 ans ne serait pas allée très loin toute seule. Athéna m'a guidé vers leur aide. Thalia avait 12 ans, Luc en avait 14. Ils s'étaient tous les deux sauvés de chez eux. Comme moi, ils ont été heureux de me prendre avec eux. C'était des combattants de monstres incroyables, même sans entraînement. Nous avons quitté la Virginie et pris la direction du nord. Sans vraiment avoir de plan, nous avons repoussé des monstres pendant environ 15 jours, avant que Grover nous trouve. J'étais censé escorter Thalia jusqu'à la colonie, a dit Grover, en reniflant. J'avais reçu des ordres stricts de Chiron. Ne fais rien qui ralentirait le sauvetage. Tu comprends, nous savions qu'Hadès était aux trousses de Thalia, mais je ne pouvais pas abandonner Luc et Annabeth. J'ai cru que je pourrais les ramener à bon port, tous les trois. C'est ma faute si les bienveillants nous ont rattrapés. Ça m'a paralysé. J'ai eu peur sur le chemin du retour et j'ai pris quelques mauvais tournants. Si seulement j'avais été un peu plus rapide. Arrête, a dit Annabeth. Personne ne te reproche rien. Thalia non plus ne t'a rien reproché. Elle s'est sacrifiée pour nous sauver, a-t-il dit, d'un ton malheureux. C'est ma faute si elle est morte. C'est ce qu'a dit le conseil des sabots fendus. Parce que tu n'as pas voulu abandonner deux autres sans mêlée, ai-je demandé. C'est injuste. Percy a raison, a dit Annabeth. Je ne serai pas ici sans toi. Grover, et Luke non plus. Le conseil peut dire ce qu'il veut. Nous, on n'en a rien à faire. Grover reniflait toujours dans la pénombre. C'est bien ma chance. Je suis le satire le plus foireux de tous les temps. Et je trouve les deux emmêlés les plus puissants du siècle, Thalia et Percy. Tu n'as rien de foireux. Grover, a insisté Annabeth. Tu es plus courageux que tous les autres satires que j'ai jamais rencontrés. Cite-moi un autre qui oserait aller aux enfers. Je te parie que Percy est drôlement content que tu sois là maintenant. Discrètement, elle m'a donné un coup de pied dans le tibia. Ouais, ai-je acquissé. Ce que j'aurais fait de toute façon, même sans le coup de pied. Ce n'est pas par hasard que tu nous as trouvés. Thalia et moi, Grover, tu as le plus grand cœur qu'aucun satire ait jamais eu. Tu es un chercheur né. C'est pour cela que tu es celui qui retrouvera Pan. J'ai entendu un profond soupir de satisfaction. J'ai attendu que Grover dise quelque chose, mais sa respiration n'avait que s'accentuer. Lorsque le bruit est devenu un ronflement, j'ai réalisé qu'il s'était endormi. Mais comment fait-il? Me suis-je exclamé avec étonnement. Je ne sais pas, a répondu Annabeth, mais c'était vraiment sympa ce que tu lui as dit. J'étais sincère. Nous avons parcouru quelques kilomètres en silence, secoués sur les sacs de toile. Le zèbre a grignoté un navet. Le lion a essuyé la dernière miette de viande hachée de ses babines d'un coup de langue et m'a regardé avec espoir. Annabeth frottait son collier, comme si elle était en train d'échafauder de grandes stratégies complexes. Cette perle avec le pain, ai-je demandé. C'est elle de ta première année. Elle l'a regardée. Elle ne s'était pas rendu compte de son geste. Oui, a-t-elle dit, tous les ans, au mois d'août, les conseillers choisissent l'événement le plus important de l'été, et ils le peignent sur la perle de l'année.
principal souvenir d'Athéna. Sans son aide, il n'aurait jamais pu finir son doctorat à Harvard. C'est une longue histoire. Toujours est-il qu'il m'a dit qu'il aimerait me la donner. Il s'est excusé de s'être comporté comme un crétin. Il m'a dit qu'il m'aimait et que je lui manquais. Il voulait que je rentre vite, que je rentre vivre à la maison avec lui. Ça me paraît pas si mal. Ouais, pas le problème, c'est que je l'ai pas cru. J'ai essayé de rentrer à la maison pour l'année scolaire, mais ma belle-mère n'avait pas changé d'un poil. Elle ne voulait pas que ses enfants se retrouvent en danger en habitant avec un normal. Des monstres attaquaient, on se disputait. D'autres monstres attaquaient, on se disputait encore. Je n'ai même pas tenu jusqu'aux vacances de Noël. J'ai appelé Chiron et je suis rentré direct à la colonie des 100 000. Tu crois que tu réussiras de vivre avec ton père un jour? Annabeth évitait mon regard. Je t'en prie, je suis pas maso. Tu ne devrais pas renoncer, lui ai-je dit. Tu devrais lui écrire une lettre par exemple. Merci du conseil, a-t-elle dit froidement. Mais mon père a choisi avec qui il veut vivre. Nous avons passé quelques kilomètres de plus en silence. Alors, si les dieux se battent, est-ce que les choses vont s'organiser comme au moment de la guerre de Troie? Est-ce que ce sera Athéna contre Poséidon? Annabeth a appuyé la tête sur le sac à dos que nous avait donné Arès et fermé les yeux. Je ne sais pas ce que maman fera, a-t-elle répondu. Tout ce que je sais, c'est que je me battrai à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu es mon ami, Serveldalg. Tu as d'autres questions idiotes? Je ne savais pas quoi répondre à cela. Heureusement, je n'ai pas eu à le faire. Annabeth s'est endormie. J'ai eu du mal à suivre son exemple entre Grover qui ronflait et le lion albinos qui me regardait d'un œil affamé, mais j'ai fini par fermer les yeux. Mon cauchemar a commencé comme un rêve que j'avais déjà fait des millions de fois. On m'obligeait à passer un examen scolaire avec une camisole de force. Tous les autres élèves partaient en récréation et le professeur n'arrêtait pas de me dire « Voyons, Percy, vous n'êtes pas stupide quand même. Prenez votre stylo. » À ce moment-là, le rêve a pris une tournure différente. J'ai regardé vers le bureau d'à côté et vu qu'une fille y était assise. Elle aussi en camisole de force. Elle avait mon âge, des cheveux noirs en bataille, coiffés un peu à la punk. Des yeux verts tempête, soulignés d'un trait d'eyeliner et des taches de rousseur sur le nez. D'une façon ou d'une autre, je savais qui c'était. C'était Thalia, fille de Zeus. Elle s'était battue dans la camisole de force, m'adressait un regard frustré et rageur et me lançait sèchement. Alors Serveldalg, il faut qu'un de nous deux sorte d'ici. La raison, a dit mon double dans le rêve. Je vais retourner à cette caverne. Je vais lui dire ma façon de penser au seigneur Hadès. La camisole de force est tombée de mes épaules en fondant. J'ai traversé la salle de classe. La voix du professeur a changé, est devenue dure et froide, amplifiée par les profondeurs caverneuses d'un grand gouffre. Percy Jackson, disait-elle. Oui, je vois que l'échange s'est bien passé. J'étais à nouveau dans la caverne sombre, entouré d'esprits, des morts qui flottaient dans l'air. La créature monstrueuse, invisible, dans la fosse, parlait toujours, mais ne s'adressait pas à moi. Maintenant, la force hypnotique de sa voix semblait se diriger ailleurs. Et il ne soupçonne rien, a-t-elle dit. Notre voix que j'ai failli reconnaître a répondu à mon épaule. Non, monseigneur, il est aussi ignorant que les autres. Je me suis retourné. Personne. Celui qui parlait était invisible. Tromperie sur tromperie, a murmuré la chose de la fosse d'un ton songeur et excellent. Monseigneur, excellent monseigneur, a dit la voix proche de moi. C'est à juste titre qu'on vous nomme le retors. Mais était-ce vraiment nécessaire? J'aurais pu vous apporter directement ce que j'avais volé. Toi, avait le monstre, avec tes dents, tu as déjà montré tes limites. Si je n'étais pas intervenu, ton échec aurait été total. Mais, monseigneur, la paix, petit serviteur, nos 6 mois ont porté beaucoup de fruits. La colère de Zeus s'est amplifiée. Poséidon joue sa carte la plus désespérée. Maintenant, nous allons l'utiliser contre lui. Bientôt, tu recevras la récompense que tu désires. Et tu tiendras ta vengeance
maudit soit le sang de son père. Il est trop changeant, trop imprévisible. Le garçon est venu ici par lui-même. Impossible. Pour une mauviette comme toi, peut-être, a ricané la voix. Puis, son pouvoir froid est revenu sur moi. Alors, tu souhaites rêver de la quête, je ne s'en mêler. Qu'à cela ne tienne. Le décor a changé. J'étais debout dans une vaste salle du trône, aux murs de marbre noir et sol de bronze. L'abominable trône, qui était fait d'os humains amalgamés, était vide au pied de l'estrade. Se tenait ma mère figée dans un sentiment de lumière dorée, les bras tendus. Malgré tous mes efforts pour avancer vers elle, mes jambes refusaient de se mouvoir. J'ai tendu les bras pour découvrir avec effroi que mes mains se décharnaient jusqu'à l'os. Des squelettes ricanants, vêtus d'armure grecque m'ont entouré, m'ont drapé de soieries et m'ont coiffé d'une couronne de laurier, fumant imbibé de poison de chimère qui m'a attaqué le cuir chevelu. La voix maléfique s'est mise à rire. Salut à toi, héros victorieux. Je me suis réveillé en sursaut. Grover me secouait par l'épaule. Le camion est arrêté, a-t-il dit. Nous pensons qu'ils vont venir jeter un coup d'œil aux animaux. Cachez-vous, nous a ordonné Annabeth à mi-voix. Elle en avait de bonnes. Il lui suffisait de mettre sa casquette d'invisibilité pour disparaître. Mais Grover et moi, nous avons dû plonger derrière les sacs d'aliments pour animaux, en espérant nous confondre parmi les navets. Les portes du semi-remorque se sont ouvertes en grinçant. Un flot de chaleur et de lumière s'est engouffré. Purée, s'est écrié un des camionneurs en agitant la main devant son horrible nez. Je préférais transporter de l'électroménager. Il a grimpé à l'intérieur et versé de l'eau dans l'écuelle des animaux. T'as chaud, mon grand, a-t-il demandé au lion, sur quoi il lui a envoyé le reste de seau d'eau en pleine figure. Le lion a rugi avec indignation. Ouais, a bougonné l'homme. À côté de moi, sous les sacs de navets, Grover bouillonnait de rage. Pour un herbivore pacifique, il avait l'air sacrément meurtrier. Le camionneur a lancé à l'antilope un menu McDo à moitié écrasé. Il a regardé le zèbre avec un sourire railleur. Comment ça va, l'oreiller? On va se débarrasser de toi à cet arrêt. Ce sera déjà ça. Tu aimes les numéros de magie. Tu vas adorer celui-là. Ils vont te scier en deux. Le zèbre m'a regardé avec des yeux écarquillés par la peur. Il n'y a eu aucun son, mais je l'ai entendu dire clair comme le jour. Libère-moi, Seigneur, s'il te plaît. J'étais trop stupéfait pour réagir. Un toc-toc énergique a retenti contre la paroi du camion. Le type qui était dans la semi-remorque avec nous a crié. Qu'est-ce que tu veux, Eddie? Maurice, qu'est-ce que tu dis? A rétorqué une voix du dehors. Sans doute Eddie. Pourquoi tu tapes? Toc toc. Comment ça? Je tape, a hurlé Eddie, toujours dehors. Notre Maurice a roulé des yeux. Il est ressorti en pestant contre cet imbécile d'Eddie. Une seconde plus tard, Annabeth est parue à côté de moi. Elle avait dû taper contre la paroi du camion pour faire sortir Maurice. Cette entreprise de transport ne peut pas être légale, a-t-elle dit. C'est clair que non, a aiguisé Grover. Il s'est interrompu, comme pour écouter. Le lion dit que ce sont des trafiquants d'animaux. Exactement, a dit la voix du zèbre dans ma tête. Nous devons les libérer, s'exclamait Grover. Annabeth et lui ont tous les deux regardé comme s'ils attendaient mes directives. J'avais entendu le zèbre parler. Mais non, le lion. Pourquoi? Peut-être était-ce, une fois de plus, lié à mes difficultés pour apprendre. Je ne pouvais comprendre que les zèbres. Et puis j'y ai pensé, chevaux. Annabeth m'avait raconté un truc à propos de la création des chevaux par Posidon. Mais quoi au juste? Le zèbre était-il proche du cheval? Est-ce la raison pour laquelle je parvenais à comprendre ce zèbre, ce zèbre-là? Le zèbre a dit: ouvre ma cage, Seigneur, s'il te plaît. Après, je me débrouillerai. Dehors, Eddie
zèbre est sorti d'un bond. Il s'est tourné vers moi et a incliné la tête. Merci Seigneur. Grover a tendu les mains et dit quelque chose en langue chèvre au zèbre, une sorte de bénédiction. À l'instant même où Maurice, alerté par le bruit, pointait le nez à l'intérieur du semi-remorque, le zèbre a bondi par-dessus lui et a atterri dans la rue. Des cris, des hurlements et des coups de klaxon ont retenti. Nous nous sommes rués aux portes du semi-remorque, juste à temps pour voir le zèbre s'éloigner au galop, le long d'un grand boulevard bordé d'hôtels, de casinos et de néons. Nous venions de lâcher un zèbre dans Las Vegas. Maurice et Eddie se sont élancés à sa poursuite eux-mêmes, coursés par quelques policiers qui leur ont crié « Eh, il vous faut un permis pour ça. Ce serait une bonne idée de partir maintenant, a dit Annabeth. Les autres animaux d'abord, a rétorqué Grover. J'ai brisé les verrous avec mon épée. Grover a levé les mains et prononcé la même bénédiction. Caprine que pour le zèbre. Bonne chance, ai-je dit aux animaux. L'antilope et le lion ont bondi hors de leur cage et se sont engouffrés ensemble dans les rues. Quelques touristes ont hurlé, mais la plupart se sont contentés de s'écarter et de prendre des photos, croyant sans doute que c'était un numéro organisé par un des casinos. Tu crois que les animaux vont s'en sortir? Ai-je demandé à Grover. Je veux dire, la ville est en plein désert. T'inquiète pas, a répondu Grover. Je les ai placés sous une protection de satire, ce qui signifie qu'ils atteindront le monde de la nature sain et sauf. Ils trouveront de l'eau et de la nourriture, de l'ombre et tout ce dont ils auront besoin, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans un endroit où ils pourront vivre en sécurité. Tu ne pourrais pas nous placer sous une protection pareille, nous aussi, ai-je demandé. Ça ne marche que pour les animaux sauvages, expliquait Grover. Alors, ça n'agirait que sur Percy, a dit Annabeth. Ai-je protesté. Je plaisante. Venez, fichons le camp de cet ignoble camion. Nous sommes sortis dans la chaleur de l'après-midi. Il faisait facilement 40 degrés, et nous devions voir l'air de vagabond frit par le soleil du désert. Mais les gens étaient trop occupés à regarder les animaux sauvages pour faire attention à nous. Nous avons longé les hôtels Casino, Monte Carlo et MGM. Nous sommes passés devant des pyramides, un vaisseau pirate, la statue de la Liberté, qui était une copie assez petite de l'original, à New York, mais ça m'a quand même donné un pincement de cœur. Je ne savais pas ce que nous cherchions au juste, peut-être juste un endroit où échapper quelques instants à la chaleur, prendre un sandwich et un verre de citron pressé, établir un nouveau plan pour aller à Los Angeles. Nous avons dû tourner à un mauvais endroit, car nous nous sommes retrouvés dans une impasse, en face de l'hôtel Casino du Lotus. L'entrée était une fleur de lotus géante, dont les pétales s'allumaient et clignotaient. Personne n'entrait ni ne sortait, mais les portes de chrome scintillantes étaient ouvertes et déversaient des vagues d'air conditionné. Il y avait un parfum de fleurs, de lotus peut-être. Comme je n'en avais jamais senti, je n'en étais pas certain. Le portier nous a souri. « Eh les enfants, vous avez l'air fatigués. Voulez-vous entrer et vous asseoir ?» J'avais appris à me méfier au cours de mes journées passées. J'avais compris que n'importe qui peut être un monstre ou un dieu. On ne peut jamais savoir. Mais ce type-là était normal. Il me suffisait d'un coup d'œil pour m'en rendre compte. En plus, j'étais tellement soulagé d'entendre quelqu'un faire preuve de gentillesse que j'ai hoché la tête en répondant que nous serions ravis d'entrer. Nous avons fait 3 pas à l'intérieur et Grover s'est exclamé « Waouh, j'hallucine !»
serveuses et des snack bars proposaient toutes sortes de choses à manger. Salut, a dit un groom. Du moins, je supposais que c'était un groom. Il portait une chemise hawaïenne blanc et jaune avec un motif à lotus, des shorts et des tongs. Bienvenue au casino du Lotus. Voici la clé de votre chambre. Mais ai-je pas fouillé? Non, 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 a-t-il dit en riant. La note est déjà réglée. Pas de frais supplémentaires, pas de pourboire. Vous n'avez plus qu'à monter au dernier étage. Chambre 4001. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, plus de bulles, d'un jacuzzi ou de la chevrotine pour le ball trap, par exemple, acceptez la réception. Appelez la réception. Voici vos cartes. De paiement Lotus, elles sont valables au restaurant et pour tous les jeux et attractions. Il nous a tendu à chacun une carte de crédit en plastique vert. Je savais qu'il y avait une erreur quelque part. Manifestement, il nous prenait pour des enfants de millionnaires. J'ai quand même pris la carte en me demandant: il y a combien là-dessus? Il a froncé les sourcils. Comment ça? Je veux dire, quel est le maximum que nous pouvons dépenser avec cette carte? Ah, tu plaisantes, a-t-il dit en riant. T'es marrant. Bon séjour à tous les trois. Nous sommes montés par l'ascenseur pour aller voir notre chambre. C'était une suite avec 3 chambres, à coucher séparés et un bar rempli de bonbons, de sodas et de chips. Il y avait un numéro vert pour le service d'étage, des serviettes éponges moelleuses, des matelas à eau et des oreillers en plumes, une télévision grand écran avec le satellite et une connexion internet à haut débit. Le balcon terrasse avait son propre jacuzzi, ainsi effectivement qu'un ball trap et un fusil. Tu pouvais lancer des pigeons d'argile au-dessus de Las Vegas et les dégommer. Je comprenais mal comment ça pouvait être légal, mais il n'empêche que c'était plutôt cool. La vue sur l'avenue du Sunset Strip et le désert était superbe, mais je doutais qu'on passe beaucoup de temps à admirer le panorama avec une chambre comme celle-ci. Oh, dites donc, exclamait Annabeth, cet endroit est délicieux, a dit Grover, absolument délicieux. Il y avait des vêtements dans la banderie, et ils étaient à ma taille. J'ai froncé les sourcils en me disant que c'était un peu bizarre. J'ai jeté le sac à dos d'Arès à la poubelle. Je n'en aurais plus besoin en repartant. Je pourrais en racheter un neuf à la boutique de l'hôtel avec ma carte. J'ai pris une douche, ce qui était hyper agréable après une semaine de voyage à la dure. Je me suis changé. J'ai mangé un paquet de chips et bu 3 coca. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Dans un coin de ma tête, pourtant, un petit détail me chiffonnait. J'avais fait un rêve, je crois. Il fallait que j'en parle à mes amis. Mais cela pouvait attendre. J'en étais certain. En sortant de ma chambre, j'ai vu qu'Annabeth et Grover s'étaient eux aussi touchés et changés. Grover se gavait de chips, tandis qu'Annabeth réglait la télévision sur la chaîne nationale Géographie. Tu as toutes les chaînes possibles et imaginables, lui ai-je dit, et tu mets National Géographie, tu es folle ou quoi? C'est intéressant. Je me sens bien, a déclaré Grover. J'adore cet endroit. Sans même qu'ils s'en aperçoivent, les ailes de ses baskets se sont déployées et l'ont hissé à 30 cm du sol avant de le redéposer. Et maintenant, a demandé Annabeth, on va se coucher. Grover et moi, nous nous sommes regardés en souriant. Nous avions tous les deux nos cartes Lotus en plastique vert à la main. On va jouer, je dis. Je ne me souvenais pas de m'être jamais autant amusé. Je viens d'un milieu relativement pauvre. Notre idée d'une grande fiesta, c'était d'aller au Burger King et de louer une cassette vidéo. Alors un 5 étoiles à Las Vegas, laissez tomber. J'ai fait 5 ou 6 sauts à l'élastique, pris le toboggan aquatique, descendu la piste de ski artificielle en surf, des neiges et joué en réalité virtuelle à chat laser et au tireur d'élite du FBI. J'ai aperçu Grover plusieurs fois en allant d'un jeu à l'autre. Il aimait vraiment le jeu du chasseur à l'envers, celui où la biche sort du bois et abat les pecnos qu'il a pourchassés. Annabeth jouait à des jeux de culture générale et autres trucs de cérébraux. Il y avait
soupçonner qu'il y avait quelque chose de louche. Sans doute, quand j'ai remarqué le garçon qui était à côté de moi, à la console de tir d'élite en réalité virtuelle, il devait avoir 13 ans, mais il avait un drôle de look. Je me suis dit que ça devait être le fils d'un imitateur d'Elvis Presley. Il portait un pantalon, pas d'éléphant, et un t-shirt rouge avec un passe-poil noir, et ses cheveux étaient permanentés et pleins de gel. Nous avons fait une partie ensemble, et à un moment donné, il m'a dit « C'est extra, je suis là depuis 15 jours et les jeux s'améliorent sans cesse. » C'est extra. Plus tard, pendant que nous bavardions, j'ai dit « Ça craint !» et il m'a regardé d'un air un peu étonné, comme s'il n'avait jamais entendu le mot employé dans ce sens. Il m'a dit qu'il s'appelait Darin, mais dès que j'ai commencé à lui poser des questions, ça l'a ennuyé. Il est retourné devant l'écran de l'ordinateur. Et Darin, quoi? On est en quelle année? Il m'a regardé en fronçant les sourcils. Dans le jeu? Non, ai-je dit dans la vraie vie? Il lui a fallu réfléchir. 1977, a-t-il fini par dire. Non, ai-je rétorqué un peu effrayé, vraiment. Écoute mec, je ne veux pas de mauvaises vibrations. J'ai une partie en cours. Après cela, il m'a complètement ignoré. J'ai essayé de parler avec d'autres gens et je me suis rendu compte que ce n'était pas facile. Ils étaient tous scotchés à l'écran de télé ou aux jeux vidéo, à leur assiette. Et à n'importe quoi. J'ai trouvé un type qui m'a dit qu'on était en 1985, un autre qu'on était en 1993. Ils disaient tous qu'ils n'étaient pas là depuis longtemps, quelques jours, quelques semaines au maximum. Ils ne savaient pas exactement et ils s'en fichaient un peu. Puis la question m'est venue à l'esprit. Depuis combien de temps étais-je ici? J'avais l'impression que ça ne faisait que quelques heures. Mais si je me trompais, j'essayais de me rappeler pourquoi nous étions là. Nous étions en route pour Los Angeles. Nous étions censés trouver l'entrée des enfers. Ma mère, pendant une effrayante seconde, je n'ai pas pu me souvenir de son nom. Sally Jackson. Il fallait que je la retrouve. Il fallait que j'empêche Hades de déclencher la troisième guerre mondiale. J'ai retrouvé Annabeth, encore absorbée par la construction de sa ville. Viens, lui ai-je dit, nous devons partir d'ici. Pas de réponse. Je l'ai secouée par l'épaule. Annabeth. Elle a tourné la tête, l'air agacé. Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons partir. Partir. Celui est un piège. Elle n'a pas répondu. J'ai dû la secouer de nouveau. Quoi? Écoute-moi. Les enfers, notre quête. Oh, Bercy, allez. Juste quelques minutes de plus. Annabeth, il y a des gens de 1977 ici. Des jeunes qui n'ont jamais grandi. Tu rentres dans cet hôtel et tu y restes pour toujours. Et alors? Peux-tu imaginer un meilleur endroit? Je l'ai attrapée par le poignet et je l'ai arrachée à son jeu. Et elle a crié et m'a frappé. Mais personne n'a daigné nous jeter un regard. Tout le monde était trop occupé. Je l'ai forcé à me regarder droit dans les yeux et j'ai dit: des araignées, de grosses araignées velues. Ça lui a fait l'effet d'une douche froide. Elle a repris ses esprits. Oh mes dieux, c'est elle exclamait. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, mais nous devons récupérer Grover. Nous sommes partis à sa recherche et nous l'avons trouvé qui jouait toujours au cerf-chasseur en réalité virtuelle. Grover, avons-nous crié tous les deux. Meurs, humain, disait-il. Meurs, sale pollueur, stupide. Grover, il a braqué le pistolet en plastique sur moi et enfoncé la détente, comme si je n'étais qu'une autre image sur l'écran. J'ai regardé Annabeth et à nous deux, nous avons empoigné Grover par les bras pour l'entraîner de force. Ses baskets, volantes, se sont animées et se sont mises à tirer ses jambes dans la direction opposée. Non, a-t-il crié. Je viens d'accéder à un niveau supérieur. Non. Le groom a accouru à notre rencontre. Alors, vous êtes
ici heureux pour toujours. Je jouerai indéfiniment. Je ne tarderai pas à oublier ma mère, ma quête, et peut-être mon propre nom. Je passerai l'éternité à jouer au terreur d'élite virtuelle avec Disco Darin. Grover a voulu attraper une carte, mais Annabeth a tiré son bras en arrière en disant non merci. Nous nous sommes dirigés vers la porte, et plus nous en approchions, plus les odeurs de nourriture et les tintements des jeux nous tentaient. J'ai repensé à notre chambre du 40e étage. Nous pourrions y passer la nuit seulement, dormir pour une fois dans un vrai lit. Et puis, nous avons franchi les portes du casino, Lotus, et couru dans la rue. Dehors, on aurait dit l'après-midi, à peu près au même moment que lorsque nous étions entrés dans l'hôtel. Mais quelque chose clochait. Le temps avait complètement changé. Il y avait de l'orage dans l'air, et au loin, dans le désert, des éclairs de chaleur zébraient le ciel. Le sac à dos d'Arès était à mon épaule, ce qui était bizarre, car j'étais certain de l'avoir jeté dans la corbeille à papier de la chambre 4001. Mais bon, pour le moment, j'avais des problèmes plus urgents à régler. J'ai couru au kiosque à journaux le plus proche et j'ai commencé par lire l'année. Loué sous les dieux, c'était toujours la même. C'est alors que j'ai remarqué la date 20 juin. Nous avions passé 5 jours au casino du Lotus. Il ne nous restait qu'un seul jour avant le solstice